Rends la pension de ma mère, avant que j'appelle la police, hurla Paul, en arrachant d'un geste brusque le sac des mains de sa femme. Hélène n'avait même pas eu le temps d'enlever son manteau. Le sac heurta le mur, s'ouvrit violemment, et tout son contenu se répandit sur le sol du hall d'entrée, son portefeuille, son badge, ses clés, une brosse à cheveux, une plaquette de médicaments, et des tickets de caisse. Son rouge à lèvres roula jusqu'aux pieds de Valentine, la voisine d'en face. Près de l'ascenseur, 2 autres femmes, habitant les étages supérieurs, observaient la scène. Au centre de ce petit cercle, assise sur un tabouret, se trouvait Nadine, la mère de Paul. La belle-mère serrait un mouchoir contre sa poitrine, pleurant à chaudes larmes, comme si on l'avait privée, non pas de son argent, mais de son ultime espoir de vivre. 1500 €, sanglota-t-elle. Toute ma retraite, jusqu'au dernier centime. Maintenant, je n'ai plus rien, ni pour mes médicaments, ni pour la nourriture. Et elle ne détourne même pas le regard. Hélène regarda sa montre. Il était 19h07. À peine 20 minutes plus tôt, elle était encore dans le bus, rentrant du travail. Le matin, elle avait quitté l'appartement bien avant Paul, avait passé la quasi-totalité de sa journée en réunion, et n'était pas revenue une seule fois dans leur quartier. Pourtant, son mari parlait avec une telle assurance, comme s'il l'avait personnellement surprise devant le distributeur automatique. Il se mit à genoux, ouvrit le portefeuille de sa femme, et commença à fouiller méticuleusement chaque compartiment. Il en sortit 2 billets de 50 €, recompta la monnaie, tira les cartes bancaires, et les brandit bien haut devant les voisines. D'où viennent ces 100 € en liquide? Je les ai retirés hier, avec ma propre carte. Nous devons payer le réparateur pour la machine à laver. Quelle explication bien commode, ricana Paul. Maman aussi a touché sa pension hier. Ça fait beaucoup trop de coïncidences. Si elle a reçu son argent hier, pourquoi cette disparition n'est-elle remarquée qu'aujourd'hui? Nadine cessa de pleurer pendant quelques secondes. Paul se tourna brusquement vers sa femme, comme si cette question n'était pas une tentative de comprendre, mais une nouvelle insulte. Il exigea qu'elle déverrouille son téléphone, afin d'ouvrir l'application bancaire. Hélène refusa de lui confier son appareil, mais elle lui montra d'elle-même l'historique de ses opérations. Le dernier crédit correspondait à son salaire, et le dernier débit, à l'achat de courses. Il n'y avait aucune trace de virement provenant de sa belle-mère. Mais cela ne suffit pas à calmer Paul. Il déclara qu'elle avait très bien pu retirer l'argent en liquide, pour ensuite cacher une partie de la somme sur son lieu de travail. Nadine s'empressa de valider cette théorie. Elle sait très bien où je range ma carte. La semaine dernière, c'est elle qui a payé la facture d'électricité pour moi. Et j'avais bien remarqué qu'elle regardait attentivement quand je tapais mon code secret. Vous m'avez simplement dicté votre numéro de compte client, et j'ai réglé les charges avec ma propre carte bleue, rappela Hélène. Je n'ai même pas touché la vôtre. Ce qui prouve bien que tu avais tout calculé d'avance, cracha Paul entre ses dents. Hélène ramassa lentement son badge sur le sol. Les voisines la regardaient avec des expressions diverses. L'une d'elles croyait visiblement Nadine, tandis qu'une autre évitait soigneusement de croiser le regard de l'accusée. Seule Valentine ne s'en mêlait pas. Elle tenait son téléphone contre sa poitrine, l'objectif de la caméra pointé vers la scène. Remarquant cela, Paul exigea qu'elle arrête de filmer, mais la voisine rétorqua qu'elle ne faisait qu'enregistrer le désordre causé dans les parties communes. Furieux, il attrapa alors le manteau d'Hélène par la poche, et le retourna vers l'extérieur. Des gants et une clé USB professionnelle tombèrent par terre. Ça suffit, non, demanda doucement Hélène. Ça suffira quand l'argent sera rendu à ma mère. Tu lui fais un virement de 1500 € aujourd'hui même, et on oublie cette horreur. Vous cherchez vraiment à retrouver sa pension, ou bien à obtenir une deuxième somme identique? Le silence s'installa dans le couloir. Nadine se leva brusquement de son tabouret. Toute trace de faiblesse avait disparu de ses gestes, et ce, si rapidement que l'une des voisines fronça les sourcils, l'air étonné. La belle-mère s'approcha d'Hélène, presque nez à nez, et lui pointa le doigt sur l'épaule. Ne t'avise pas de nous faire passer pour des escrocs? Ce matin, j'ai ouvert mon application,
et mon compte était vide. Tu étais la seule à savoir que la retraite avait été versée. Mon Paul a travaillé toute la journée, et moi, je n'ai pas mis les pieds dehors. Personne d'autre n'a pu prendre cet argent. Où est votre carte en ce moment? Dans la commode, là où elle est toujours. Montrez-la-moi. Nadine détourna le regard. Paul s'interposa aussitôt, affirmant que sa mère n'avait aucune obligation de laisser entrer chez elle la femme qui venait de la voler. Hélène proposa alors d'appeler la police, afin de vérifier ensemble la carte, le distributeur, l'heure exacte de l'opération, et les caméras de vidéosurveillance. Cette proposition aurait dû rassurer une personne innocente, mais Paul pâlit soudainement. Il déclara qu'on ne pouvait pas infliger un interrogatoire à une femme âgée, tout cela pour un simple conflit familial. La belle-mère, quant à elle, pressa de nouveau son mouchoir contre ses yeux, se plaignant de douleur au cœur. Cependant, ses pleurs semblaient désormais plus mesurés, comme si elle pesait chacun de ses mots. « Je ne veux pas faire de scandale, dit-elle. Qu'elle rende simplement l'argent, et qu'elle présente ses excuses devant les voisines. Je suis prête à lui pardonner, pour le bien de mon fils. Et de quoi devrais-je m'excuser, au juste? De ne pas avoir touché à vos affaires, ni à votre carte, ni à votre argent liquide? » Nadine se figea. Au début, elle affirmait que l'argent avait disparu de son compte bancaire, et maintenant, elle parlait comme si Hélène avait dérobé des billets directement dans l'appartement. Comprenant la maladresse de sa mère, Paul haussa le ton. Il accusa sa femme de vouloir semer la confusion dans l'esprit d'une personne âgée, qui se trouvait encore en état de choc. Il ordonna ensuite aux voisines de se disperser, mais Nadine les retint. Elle avait besoin d'un public. Elle commença à énumérer les nombreuses années passées à aider le jeune couple, racontant comment elle leur apportait des courses, réceptionnait leurs meubles, ou finançait leurs premiers travaux. Ce récit était, pour une grande part, largement exagéré. Toutefois, Hélène ne l'interrompit pas. Autre chose retenait son attention, sa belle-mère n'avait pas précisé à quel moment exact elle avait vu sa carte pour la dernière fois. « Si votre carte était rangée dans la commode, comment avez-vous deviné que votre pension avait été retirée ?» demanda-t-elle. « J'ai regardé sur l'application. » Vous ne savez pas vous y connecter sans l'aide de Paul. Le mois dernier, vous m'avez vous-même demandé de vérifier votre solde. La belle-mère se tourna vers son fils. Ce dernier serrait son téléphone si fort que ses jointures en blanchissaient. « Maman a appris à s'en servir, » répondit-il. « Je lui ai montré. »« Quand ça? Quelle importance? Je vais appeler la banque tout de suite, ils confirmeront tout. » Paul déverrouilla son écran, cherchant le numéro du service client. Hélène se baissa pour ramasser les tickets de caisse éparpillés, mais à ce moment précis, l'écran du téléphone s'alluma, affichant une nouvelle notification. Le message apparut au-dessus de la liste des contacts, restant visible quelques secondes à peine. Ce bref instant suffit à Hélène pour lire le nom de la banque, le montant, et le lieu de la transaction, retrait d'espèces, 1500 €. Distributeur Centre Commercial Le Nord, 10h17. Elle se redressa lentement. Valentine avait, elle aussi, eu le temps de lire le texte. Paul balaya précipitamment la notification d'un geste du doigt, et plaqua le téléphone contre sa poitrine. « Pourquoi le message confirmant le retrait de la pension de ta mère vient-il d'arriver sur ton numéro ?» demanda Hélène. « Parce que c'est moi qui ai configuré ces alertes. La banque envoie parfois des copies aux proches. »« Parfois, ou à chaque fois ? » Ne joue pas sur les mots. Ça ne prouve rien du tout. Cela prouve que tu étais au courant du retrait depuis 10h17 ce matin. Alors, pourquoi, avant mon arrivée, disiez-vous aux voisines que personne ne savait où cet argent avait disparu? Nadine se rassit sur son tabouret. Son visage ne reflétait plus le chagrin, mais une vive contrariété. Elle avoua que Paul avait peut-être, effectivement, retiré l'argent le matin même, à sa demande. Selon elle, il avait rapporté les billets, les avait déposés dans le tiroir du haut de la commode, puis était parti travailler. Hélène aurait alors profité de son double des clés pour s'introduire chez elle et voler l'argent liquide. L'une des voisines se racla la gorge, demandant pourquoi Nadine jurait,
5 minutes plus tôt, que la carte n'avait pas quitté la commode, et qu'elle ne l'avait confiée à personne. « Je suis une vieille femme, j'ai bien le droit de m'embrouiller, gronda la belle-mère. Mais ça ne change rien, c'est elle qui a pris l'argent. J'étais au travail, rappela Hélène, et c'est très facile à vérifier. Paul attrapa sa femme par le coude, la tirant vers la porte de leur appartement. Il lui murmura qu'elle devait cesser de déshonorer sa mère sur le champ. Si Hélène acceptait de virer la somme exigée tout de suite, il promettait de convaincre Nadine de ne pas porter plainte. Hélène dégagea son bras, contemplant ses affaires éparpillées sur le sol. 1 heure auparavant, elle pensait rentrer chez elle, réchauffer son dîner, et terminer un rapport professionnel. Et voilà que son mari lui proposait d'acheter le silence d'une femme, qui venait publiquement de la traiter de voleuse. « Ouvre ton application bancaire », ordonna Paul. « Fais le virement. »« Tu refuses ? Très bien, tu ne rentreras pas à la maison ce soir. » Il retira la clé d'Hélène de la serrure, et la glissa dans sa propre poche. Nadine, soudainement revigorée, déclara qu'une personne dénuée de conscience ferait bien de passer la nuit dehors, loin de sa famille. Hélène ne perdit pas de temps à argumenter. Elle ramassa le reste de ses affaires, ferma son sac, et demanda à Valentine de bien conserver la vidéo. Paul fit un pas menaçant vers la voisine, mais celle-ci avait déjà refermé sa porte. Avant de partir, Hélène se retourna vers son mari. « Si c'est toi qui as retiré cet argent, pourquoi ta mère et toi ne vous en êtes-vous souvenus qu'après l'apparition de ce message ?» Paul resta muet. Nadine tira son fils par la manche, l'entraînant vers sa propre porte. Pensant qu'Hélène descendait déjà les escaliers, la belle-mère chuchota, agacée. « Je t'avais pourtant dit d'effacer les messages de la banque à l'avance. » Le hall était silencieux, et sa voix résonna clairement entre les étages. Hélène s'arrêta sur la première marche. Derrière la porte d'en face, Valentine continuait d'enregistrer la scène. La pension n'avait jamais disparu. Ce qui venait de s'effondrer, c'était la première version du mensonge que Paul et sa mère avaient concocté pour le voisinage. Cependant, Hélène ignorait encore pourquoi ils avaient ressenti le besoin de l'accuser du vol d'une somme qu'ils avaient eux-mêmes retirée le matin. Elle n'avait qu'une seule certitude, elle ne pouvait pas rentrer chez elle cette nuit-là. « Si tu ne rends pas l'argent avant midi, ma mère déposera plainte, et j'appellerai ton patron », lui lança Paul en guise de bonjour, au téléphone. Hélène se réveilla sur le canapé convertible de Marine, une collègue du service comptabilité. Pendant quelques secondes, elle ne comprit pas pourquoi elle portait encore ses vêtements de la veille. Puis, elle aperçut son sac posé sur une chaise. Le cuir portait de longues éraflures grises dues au choc contre le mur, et ses affaires y étaient rangées à la hâte. Son téléphone affichait cet appel en absence de son mari, ainsi que 2 messages. Dans le premier, Paul exigeait le virement des 1 500 €. Dans le second, il promettait de régler cette affaire, en famille, à condition qu'elle passe aux aveux avant le déjeuner. Il n'y avait pas la moindre question pour savoir où elle avait dormi, ni si elle allait bien. Hélène relut les messages, et prit des captures d'écran. Ensuite, elle ouvrit son application bancaire, téléchargea un relevé des 7 derniers jours, et l'envoya sur sa boîte mail professionnelle. Marine posa une tasse de café devant elle, s'asseyant en silence. La veille au soir, en voyant la poche retournée du manteau et le bleu sur le coude de son amie, elle avait voulu appeler la police. Mais Hélène lui avait demandé de patienter. Ce dont elle avait besoin, ce n'était pas d'une énième dispute familiale, mais de reconstituer la chronologie exacte des événements. À 10h17, Paul avait reçu une notification de retrait. Le soir même, il jurait ne rien savoir. Sa mère, quant à elle, soutenait que la carte était restée dans la commode, avant d'admettre, quelques minutes plus tard, l'avoir confiée à son fils. « Ils ne cherchent pas à retrouver cette pension », analysa Hélène. « Ils veulent tout simplement que je la paie une 2e fois. » Mais alors, pourquoi ne pas appeler la banque tout de suite ? Parce que la banque leur posera exactement les mêmes questions que moi. À 8h20, le téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Nadine. Elle lui écrivait que, par la faute de sa cruelle belle-fille, elle n'avait pas pu acheter ses médicaments pour le cœur, et qu'elle avait passé la nuit assise près de la fenêtre ouverte,
tentant de calmer ses angoisses. Le message était suivi d'une photo de son portefeuille vide. Hélène zooma sur l'image, reconnaissant immédiatement la toile cirée de la cuisine de sa belle-mère. Le cliché avait été pris en plein jour, sous une lumière éclatante, alors que Nadine prétendait avoir photographié son portefeuille en pleine nuit. Hélène enregistra la photo originale, en conservant précieusement les métadonnées de l'heure d'envoi. Elle proposa ensuite à sa belle-mère de se retrouver à l'agence bancaire, pour demander officiellement les détails du retrait d'espèces. La réponse tomba dans la minute: ne t'avise pas de traîner une femme malade dans les administrations. Rends ce que tu as volé, un point c'est tout. Paul l'appela dans la foulée. Hélène activa l'enregistrement de l'appel, et le prévint que leur conversation était sauvegardée. Enregistre-moi, envoie ça au président si ça te chante, cracha-t-il, furieux. Aujourd'hui, tu fais ce virement, ou bien tu n'as plus de famille. C'est toi qui as retiré ces 1500 €? Je te l'ai déjà dit, c'est possible. Ma mère a des problèmes de mémoire. Lui as-tu remis l'argent liquide? Évidemment. À quelle heure, et à quel endroit? Paul marqua un silence, puis affirma avoir laissé les billets dans le tiroir de la commode vers 11 h du matin. Hélène lui rappela poliment qu'il était censé être à son bureau depuis 9 h. Son mari répliqua que son patron l'avait autorisé à s'absenter pour des raisons personnelles, tout en refusant de préciser l'heure exacte de cette permission. Lorsqu'elle lui demanda de lui fournir une preuve écrite confirmant que c'était bien lui qui avait utilisé la carte, Paul raccrocha brutalement. Sur le chemin du travail, Hélène ouvrit le groupe WhatsApp des résidents de l'immeuble. Nadine avait déjà rédigé un long paragraphe. Le nom de sa belle-fille n'y figurait pas, mais le message parlait de la comptable de l'appartement 48, d'une pension volée, et d'un fils au cœur trop tendre pour jeter sa femme sans vergogne à la rue. En dessous, les commentaires de compassion s'accumulaient. Certains proposaient de contacter le commissariat de quartier, d'autres offraient d'apporter des vivres. Une voisine commenta même qu'elle avait toujours trouvé Hélène un peu trop froide. Nadine répondait à tout le monde, décrivant avec luxe de détails comment sa belle-fille aurait profité du paiement des charges, pour mémoriser son code de carte bancaire. Hélène ne perdit pas son temps à se justifier. Elle posta un seul et unique message. Je prie Madame Nadine de bien vouloir s'adresser à la banque et à la police. Je tiens à leur disposition mes relevés bancaires, les preuves de ma géolocalisation, ainsi que les images de vidéosurveillance de mon lieu de travail. Je demande également à tous les membres de ce groupe de conserver cette conversation jusqu'à la fin de l'enquête. Le groupe devint subitement silencieux. Quelques minutes plus tard, la belle-mère supprima sa publication initiale. Mais le mal était fait, Marine avait déjà fait des captures d'écran. Paul envoya un nouveau SMS à sa femme: « Tu fais passer ma mère pour une menteuse devant tout l'immeuble. » Hélène répondit simplement: « J'ai proposé de faire éclater la vérité. » Son mari commença à taper une longue réponse, puis s'arrêta. Peu après, il supprima son message de la veille exigeant le virement. Cependant, les captures d'écran étaient déjà sauvegardées dans 3 dossiers distincts. Au bureau, la première démarche d'Hélène fut de se rendre au service des ressources humaines. Elle expliqua qu'elle aurait peut-être besoin d'une attestation officielle confirmant sa présence dans les locaux. La directrice des ressources humaines consulta le registre électronique des badges. Hélène était entrée dans le bâtiment à 8h41 et en était ressortie à 18h03. À 10h17, son badge avait activé l'accès à la salle de réunion du 4e étage. Elle y avait assisté à une présentation avec des transporteurs, qui avait duré près de 2 heures. La secrétaire disposait du compte-rendu de cette réunion, et la caméra du couloir montrait clairement Hélène passant la porte, exactement 1 minute avant le retrait effectué dans le centre commercial. Si vous en avez besoin, nous vous préparerons une attestation tamponnée, assura la directrice. Mais pourquoi votre mari n'a-t-il pas vérifié cela avant de vous accuser? Hélène ne sut trouver de réponse qui ne soit pas encore plus accablante que la question elle-même. À l'heure du déjeuner, Valentine l'appela. La voisine parlait à voix basse. Le matin même, Paul avait frappé à sa porte, exigeant qu'elle supprime la vidéo. Il prétendait que cet enregistrement allait briser sa famille et envoyer sa mère à l'hôpital.
Valentine n'avait pas ouvert, mais avait pris soin de copier le fichier sur un espace de stockage en ligne, avant de le transférer à Hélène. La vidéo durait 19 minutes. L'image pointait souvent vers le sol, et les visages étaient souvent coupés, mais le son, lui, était d'une clarté absolue. On y entendait distinctement Paul réclamer l'argent, puis Nadine jurer que sa carte n'avait jamais quitté la commode, avant de changer brusquement de version à l'apparition de la notification bancaire. À la 17e minute, la phrase qu'Hélène avait captée depuis l'escalier retentit, sans aucune interférence. « Je t'avais pourtant dit d'effacer les messages de la banque à l'avance. » Et juste après, la voix de Paul, réduite à un murmure anxieux. « Pas ici, maman. Les murs sont fins. » Hélène repassa cet extrait à 3 reprises. Il ne prouvait pas encore où était passé l'argent, mais il révélait l'essentiel. La mère et le fils ne redoutaient pas un vol, mais bien l'historique des notifications. Elle pria Valentine de ne rien divulguer aux voisins, et de ne surtout pas envoyer le fichier original à Paul. Puis, elle transféra la vidéo sur une clé USB sécurisée. Pour la première fois depuis le début du scandale, la confusion d'Hélène laissa place à une lucidité glaciale. Son mari ne s'était pas trompé, et il n'avait pas non plus cédé à la panique de sa mère. Il savait pertinemment que l'argent avait été retiré à leur propre demande, et ce, bien avant qu'Hélène ne rentre du travail. Vers 16 heures, Paul changea de stratégie. Il lui écrivit qu'il était prêt à lui pardonner, à condition qu'elle rentre à la maison le soir même, qu'elle présente ses excuses à sa mère, et qu'elle signe une reconnaissance de dette pour rembourser la somme en plusieurs fois. Hélène lui demanda pourquoi elle devrait rembourser en plusieurs fois si, comme il le prétendait, l'argent liquide avait été volé en une seule fois. Il n'y eut aucune réponse. À la place, elle reçut un appel de Céline, la petite sœur de Paul. Celle-ci lui raconta que leur mère pleurait sans cesse, que sa tension artérielle crevait le plafond, et que les voisins colportaient des ragots abominables. Céline supplia Hélène de rendre l'argent, même si elle se savait innocente, avançant que la santé d'une personne âgée valait bien plus que de simples principes. « Savais-tu que Paul reçoit les notifications de la carte bancaire de votre mère ?» demanda Hélène. « Bien sûr. C'est elle qui a demandé à associer son numéro. Maman s'embrouille avec les textos, et elle a peur des fraudes. Paul voit toutes les rentrées et toutes les sorties d'argent. Ce qui signifie qu'il a immédiatement vu l'opération de 10h17. Il a sûrement dû la voir, oui. Et alors ? Hélène s'abstint de toute explication. Elle demanda simplement depuis quand ce numéro était rattaché au compte. Céline se souvint que la démarche avait été faite près d'un an auparavant, directement à l'agence bancaire. Leur mère était présente, et avait signé l'autorisation de sa propre main. La théorie de Paul, qui évoquait une simple erreur de duplication aléatoire des messages, n'était donc qu'un mensonge de plus. Le soir venu, Hélène ne rentra pas seule. Elle était accompagnée de Valentine et d'un représentant du syndic de copropriété. Elle avait besoin de récupérer son ordinateur portable de fonction, son passeport, et quelques médicaments restés dans l'appartement. Paul refusa d'abord de la laisser entrer, mais céda lorsqu'on le menaça d'appeler les forces de l'ordre. Il resta planté dans l'entrée, épiant les moindres gestes de sa femme. Nadine, vêtue d'une robe de chambre, était assise dans la cuisine. Devant elle s'étalaient des boîtes de chocolats onéreux et des sacs en papier provenant de l'épicerie fine. La femme qui, le matin même, criait sur tous les toits qu'elle mourait de faim, n'avait même pas pris la peine de cacher ses achats. « Prends tes affaires et va-t'en », ordonna Paul. « Tant que tu n'auras pas rendu l'argent à ma mère, tu n'auras pas tes clés. Dès demain, je déposerai une plainte officielle, déclarant que tu m'empêches de jouir de mon propre domicile. Fais donc. Nous verrons bien qui la police croira. » Hélène sortit son passeport du tiroir du bureau, et glissa son ordinateur dans son sac. Sur l'étagère, près du canapé, reposait la tablette familiale. Paul l'utilisait souvent pour regarder des films, ou pour vérifier ses messages pendant que son téléphone chargeait. L'écran était allumé. Dans la barre d'état, l'icône de l'application bancaire était toujours visible. Connaissant le mot de passe commun, Hélène déverrouilla l'appareil avant que son mari ne puisse réagir. Paul tenta de lui arracher la tablette des mains, mais le représentant du syndic s'interposa fermement.
C'est mon appareil, hurla Paul. Il a été acheté avec notre compte joint, répondit calmement Hélène. Je veux juste jeter un œil à l'historique des notifications. Paul avait pris le soin de changer le mot de passe de son téléphone, mais il avait oublié de le faire sur la tablette. Dans le journal des notifications, une ligne datant de la veille au matin apparaissait clairement, 10h17 retrait d'espèces, 1500 €. Distributeur Centre Commercial Le Nord. Juste en dessous, une petite mention indiquait, lu à 10h18. Hélène photographia l'écran, en veillant à capturer la date et le numéro de série de l'appareil. Paul éteignit violemment la tablette, mais il ne pouvait effacer ce qui venait d'être vu. Valentine et le représentant du syndic se tenaient suffisamment près pour avoir lu le message. Tu as ouvert cette notification exactement 1 minute après le retrait, constata Hélène. Soit 8 heures pleines avant de m'accuser publiquement devant les voisins. J'ai très bien pu la regarder machinalement, et l'oublier ensuite. Depuis la cuisine, la voix de Nadine résonna. Mon Paul, mais pourquoi as-tu laissé cette tablette allumée? Elle se tut brusquement, mais c'était trop tard. Paul se tourna vers sa mère, réalisant soudain que le véritable danger pour leur mise en scène ne venait pas d'Hélène, mais de leur propre bourde. Hélène ferma son sac et quitta l'appartement. Elle possédait désormais les attestations de son employeur, l'enregistrement de Valentine, le témoignage involontaire de Céline, et la preuve que Paul avait lu la notification à 10h18. Restait cette ultime question, pourquoi la mère et le fils étaient-ils prêts à la traîner dans la boue devant tout l'immeuble, et où étaient passés ces fameux 1500 €? La réponse arriva avant même qu'elle n'ait atteint le rez-de-chaussée. Le téléphone de Paul sonna, et, à travers la porte de l'appartement mal fermée, la voix d'une vendeuse parvint jusqu'à l'escalier. Monsieur Paul, nous vous rappelons que le solde de votre réfrigérateur doit être réglé avant vendredi. Dans le cas contraire, l'acompte versé par votre mère ne sera pas remboursé. Hélène s'immobilisa sur les marches. La pension volatilisée venait enfin de trouver sa destination. Si l'acheteur se rétracte avant vendredi, l'acompte reste acquis au magasin, venait de préciser l'employé, à des lieux de se douter que cette simple phrase élucidait le mystère de la disparition des billets. Dès le lendemain matin, Hélène se rendit au rayon électroménager du centre commercial Le Nord. Elle avait entendu le nom de l'enseigne résonner dans la cage d'escalier lors du fameux coup de téléphone. La vendeuse refusa cependant de lui fournir des informations sur une commande sans le numéro de dossier. Hélène montra alors une photo de Nadine, mais la responsable hocha simplement la tête. Les clients demandaient souvent à des proches de réceptionner leurs achats, modifier les numéros de contact ou les adresses de livraison. Elle n'allait certainement pas enfreindre le règlement pour une vulgaire dispute familiale. Hélène se dirigeait déjà vers la sortie, lorsqu'elle remarqua, trônant au milieu de l'allée centrale, un grand réfrigérateur arborant une étiquette rouge, 3000 €. Acompte à la commande, 50%. La moitié de ce prix correspondait très exactement à 1500 €. Hélène prit en photo le prix, ainsi que le présentoir publicitaire. La coïncidence était bien trop parfaite. Sa belle-mère avait perdu 1500 €, et le magasin exigeait, avant vendredi, un paiement complémentaire du même montant. Si Hélène avait cédé à la pression et effectué le virement, Paul aurait réglé le solde avec cet argent. Nadine aurait obtenu son réfrigérateur flambant neuf en ne déboursant que sa pension, et la belle-fille se serait excusée pour un vol fictif. C'était la raison pour laquelle il fuyait la police et la banque. Il ne voulait pas d'une enquête, mais d'un virement rapide, avant l'expiration du délai de réservation. La responsable remarqua qu'Hélène s'attardait anormalement devant l'étiquette, et s'approcha. « Vous rencontrez un problème avec un achat ? Peut-être bien, surtout si l'on a utilisé mon nom à mon insu. Répondez-moi juste à une chose, le dossier pour lequel vous avez contacté Monsieur Paul, hier, mentionne-t-il le nom d'Hélène ? » La femme fronça les sourcils et réclama une pièce d'identité. Quelques minutes plus tard, elle revint, accompagnée du directeur du magasin. Ce dernier confirma formellement que le nom d'Hélène n'apparaissait nulle part sur le contrat, et qu'elle n'avait aucune dette envers leur enseigne. Il précisa qu'il ne pouvait divulguer le reste des informations qu'aux titulaires de l'achat ou aux forces de l'ordre.
Hélène le pria alors de bien vouloir conserver les enregistrements des caméras de la veille au matin, ainsi que le reçu de l'acompte. Le directeur refusa d'abord, mais changea radicalement de ton en lisant le SMS de Paul, qui exigeait la restitution de la pension volée. Déposer plainte, lui conseilla-t-il. Sur réquisition officielle, nous fournirons le ticket de caisse et les images de vidéosurveillance. Mais ne traînez pas, nos enregistrements sont écrasés au bout de quelques jours. En sortant, Hélène appela Céline. Elle évita soigneusement de mentionner le magasin, lui demandant plutôt depuis quand le frigo de leur mère était tombé en panne. La sœur de Paul fut surprise. L'ancien appareil fonctionnait encore très bien, même si Nadine se plaignait depuis des mois de son aspect vieillot, qui, selon elle, gâchait l'esthétique de sa cuisine. Une semaine plus tôt, elle avait jeté son dévolu sur un modèle à double porte, mais Paul avait refusé de le lui offrir, prétextant un crédit à la consommation en retard. Vexée, sa mère avait alors clamé haut et fort qu'elle s'offrirait ce luxe avec sa propre pension. Céline avait pris cela pour une menace en l'air, il ne serait alors plus rien resté à sa mère pour se nourrir et se soigner. « Mais pourquoi me demandes-tu ça » s'inquiéta-t-elle soudain. « Parce qu'hier, un magasin a appelé Paul pour lui rappeler de payer le solde. »« Quel solde ?» Maman m'a assuré qu'elle avait repoussé cet achat. Ce qui prouve qu'elle n'a pas menti qu'à moi. Céline garda le silence. Puis, à contre-cœur, elle avoua que, 2 jours auparavant, sa mère lui avait envoyé une photo du fameux réfrigérateur, avant de supprimer précipitamment le message. Céline avait tout de même eu le temps d'ouvrir le fichier. Au premier plan, on y voyait Nadine, tout sourire, brandissant une pochette rouge à l'effigie du magasin, avec Paul à ses côtés. Dans un coin de la photo, la caisse enregistreuse et l'horloge numérique étaient visibles. Hélène la supplia de lui transférer ce cliché. La jeune femme refusa. Elle ne voulait pas être mêlée au divorce de son frère, craignant que sa mère ne lui adresse plus jamais la parole. Hélène n'insista pas. Elle lui demanda seulement de ne pas effacer leur conversation. 1 heure plus tard, Paul lui laissa un message vocal. Il s'exprimait désormais sans crier, prenant presque un ton doucereux. Il lui suggérait de le retrouver le soir même dans un café, pour discuter posément de ce regrettable malentendu, sans y mêler de tierces personnes. Hélène répondit qu'elle acceptait, à une seule condition, qu'il apporte les relevés bancaires de sa mère, et la facture du réfrigérateur. Paul écouta le message, mais ne répondit rien. Ce fut Nadine qui l'appela à sa place. La belle-mère affirma, d'un ton péremptoire, n'avoir jamais acheté d'électroménager, soutenant que le magasin avait sûrement rappelé pour un vieux devis. Mais quand Hélène prononça le prix exact, 3 000 €, la vieille femme bafouilla. « Comment peux-tu connaître le prix ? J'en déduis que j'ai cité le bon modèle. Je l'ai simplement regardé en rayon. Ce n'est pas interdit de regarder. Et l'acompte, vous l'avez juste regardé aussi. » Nadine raccrocha brusquement. Quelques minutes plus tard, Paul annula l'invitation au café, lui écrivant que sa femme avait définitivement perdu la confiance de la famille. Il conclut par un avertissement, sa mère se trouvait actuellement au commissariat, en train de déposer sa plainte. Hélène relut le message 2 fois. Jusqu'ici, sa belle-mère plaidait pour que le linge sale soit lavé en famille, redoutait une enquête bancaire, et pleurait sur son cœur fragile. Aujourd'hui, elle décidait elle-même de transformer ses affabulations en documents officiels. La visite d'Hélène au magasin les avait manifestement effrayés, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Hélène arriva au commissariat avant même d'être officiellement convoquée. L'agent d'accueil retrouva rapidement la déposition de Nadine dans le système. La belle-mère y soutenait que Paul avait retiré sa pension à sa demande, vers 11 h du matin, avait rapporté l'argent à la maison, et l'avait rangé dans le tiroir supérieur de la commode. Ensuite, Hélène se serait introduite dans l'appartement grâce à son double des clés, dérobant l'enveloppe. En guise de preuve, Nadine fournissait la liste des voisines à qui elle avait raconté sa mésaventure. Bien qu'aucune de ces personnes n'ait aperçu Hélène dans l'appartement, la belle-mère les citait comme témoins de son comportement suspect. L'inspecteur Serge examina avec attention l'attestation de l'employeur, l'historique du badge, et la photo de la notification bancaire affichée sur la tablette de Paul.
La plainte stipule que l'argent a été retiré aux alentours de 11 heures, déclara l'officier. Or, l'opération a été enregistrée à 10h17. Votre mari maintient qu'il a déposé l'argent liquide chez sa mère juste après. À 11 heures, il prétend y être déjà passé. Tout à fait. Dans ce cas, nous allons recouper avec ses horaires de travail, et visionner les caméras du centre commercial et de votre hall d'immeuble. Si la plaignante a délibérément fourni de fausses informations, nous ne sommes plus du tout dans le cadre d'un différend familial. Hélène lui remit l'enregistrement vidéo de Valentine, en lui demandant de consigner précisément la phrase concernant les SMS bancaires. Elle rédigea ensuite sa propre déclaration, soulignant que Paul et sa mère exigeaient qu'elle leur verse une somme équivalente à l'acompte du réfrigérateur, menaçaient de la priver de son domicile, et la diffamaient auprès du voisinage. Pendant que l'inspecteur finalisait la procédure, Nadine fit son apparition dans le couloir. En apercevant sa belle-fille, elle s'arrêta net, et porta théâtralement la main à sa poitrine. Paul arriva juste derrière elle. La soutenant par le coude, il exigea immédiatement que toute mention relative au réfrigérateur soit rayée de la déclaration d'Hélène, affirmant que cet achat imaginaire n'avait aucun lien avec le vol. Serge le pria alors de décliner le nom de l'enseigne, l'heure de la transaction, et le moyen de paiement utilisé. Paul répondit que cet achat n'avait pas encore eu lieu. Mais Nadine coupa la parole à son fils, lançant fièrement qu'elle avait réglé un modeste acompte avec ses vieilles économies. Paul se tourna vers elle avec une telle brutalité, qu'elle réalisa instantanément sa bévue. « Quelles économies ?» demanda Hélène. « Hier encore, vous juriez devant tout l'immeuble que vous ne surviviez qu'avec cette pension. J'ai très bien pu mettre de côté, petit à petit. Alors fournissez un relevé bancaire, ou un reçu. Tu n'as pas le droit de fouiller dans mes comptes. » L'inspecteur mit fin à l'altercation, et proposa à Nadine de compléter sa déposition avec des détails précis. Elle devait attester, par écrit, avoir confié sa carte à son fils, certifier que ce dernier avait retiré les 1500 €, et confirmer qu'il lui avait remis cet argent dans son appartement. La belle-mère resta un long moment le stylo en suspens au-dessus du papier. Si elle signait cette version, Paul devenait officiellement la dernière personne à avoir manipulé l'argent. Si elle refusait, l'accusation contre Hélène s'écroulait d'elle-même. Finalement, Nadine rédigea 3 courtes phrases et y apposa sa signature. Paul tenta de jeter un œil au document, mais l'officier referma sèchement le dossier. « À présent, il faudra nous remettre la carte et le téléphone pour vérification, indiqua-t-il. Une réquisition sera également envoyée à la banque, pour obtenir les images du distributeur automatique. » Sur le trottoir, Paul rattrapa sa femme et lui barra la route. Il parlait à voix basse, pour que sa mère, restée près de la porte, ne l'entende pas. Selon lui, il était encore possible de tout arrêter. Hélène n'avait qu'à virer 1500 €, il paierait le réfrigérateur, et Nadine irait dire à la police qu'elle avait retrouvé ses billets. L'affaire serait classée, les voisins oublieraient le scandale, et elle pourrait rentrer chez elle. Hélène lui demanda pourquoi ce serait à elle de financer la moitié d'un équipement dont on ne l'avait même pas averti. Paul rétorqua que son salaire était bien supérieur à la retraite de sa mère, et que dans une famille normale, on ne faisait pas les comptes. « Il ne s'agit pas d'acheter un frigo », ajouta-t-il. « C'est une façon de prouver que tu respectes ma mère. » Non, c'est une façon de vous rassurer sur le fait que, même après m'avoir traîné dans la boue, je reste sous ton contrôle. Paul lui saisit violemment le poignet, mais relâcha son étreinte lorsqu'un policier sortit du commissariat. Il siffla alors entre ses dents qu'Hélène allait amèrement regretter que sa mère perde son acompte par sa faute. Cette phrase venait de confirmer définitivement le mobile, ce tissu de mensonges avait été tissé dans l'unique but de récupérer le montant manquant pour l'électroménager. Le soir même, Céline lui envoya finalement la photo supprimée. Elle avait réussi à la récupérer depuis le dossier des téléchargements. On y voyait Nadine, radieuse, posant devant le réfrigérateur de son choix, tenant fermement la pochette rouge du contrat de vente. À ses côtés, Paul comptait une liasse de billets. Le cliché indiquait 10h42, soit exactement 25 minutes après le retrait de la pension. Sur le rebord de la pochette, on distinguait clairement un bout du ticket de caisse affichant « Espèce reçue, 1500 €.
Sous l'image, le message d'origine de la belle-mère était resté intact. La première moitié est payée, Paul demandera la seconde à Hélène dès qu'elle aura touché sa paie. Hélène sauvegarda l'image, mais ne répondit ni à Céline, ni à son mari. À présent, elle savait non seulement à quoi avait servi l'argent, mais elle comprenait aussi pourquoi ce scandale avait éclaté, précisément le jour de sa paie. Quelques minutes plus tard, l'inspecteur Serge l'appela. Le centre commercial lui avait confirmé que la vidéo du distributeur était bien disponible. Les images montraient sans ambiguïté qui avait inséré la carte, tapé le code, et récupéré les billets. Mais un autre détail avait particulièrement retenu l'attention de l'officier. Votre mari n'était pas seul au distributeur, lui apprit-il. Nadine est restée à ses côtés tout du long. Et une fois les billets distribués, c'est elle qui les a recomptés, en plein champ de la caméra. Hélène observa la photo de sa belle-mère souriante. Cette femme, qui avait porté plainte pour le vol de l'intégralité de sa maigre retraite, avait personnellement regardé son fils retirer ses fonds, avant de l'accompagner au magasin pour les dépenser. Cette première preuve irréfutable établissait la destination des 1500 €. Il restait désormais à découvrir pourquoi Paul n'avait pas simplement voulu payer cet appareil avec le salaire de sa femme, mais avait machiavéliquement orchestré ce plan pour qu'elle s'accuse publiquement d'un vol. « Je vais rendre l'argent, et je présenterai mes excuses à ta mère, » annonça Hélène. Surpris, Paul resta muet pendant de longues secondes. Elle avait prononcé ces mots au téléphone, le matin même, assise en face de l'inspecteur Serge. Sur le bureau, entre eux, s'étalaient des impressions des caméras du centre commercial. On y voyait Paul insérer la carte, sous l'œil attentif de Nadine, puis cette dernière compter les billets. La séquence suivante les montrait pénétrant ensemble dans la grande surface. L'inspecteur s'apprêtait déjà à reconvoquer la belle-mère. Mais Hélène lui demanda de lui accorder encore 24 heures. Elle expliqua que Paul exigeait non seulement un virement bancaire, mais également des aveux rédigés de sa main. Si la mère et le fils avaient prémédité cette fausse accusation de vol, ils allaient d'eux-mêmes dévoiler le véritable but de cette reconnaissance de dette. Serge l'avait averti, il était hors de question de remettre le moindre centime, et l'entrevue devait être intégralement enregistrée. Enfin, tu commences à penser à ta famille, lâcha Paul après avoir repris ses esprits. Rentre à la maison ce soir. Maman a convié Céline, tante Lydie, et Valentine. Tu t'excuseras devant tout le monde, pour qu'ils arrêtent de la traiter de menteuse. Valentine viendra aussi? Seulement si tu l'invites toi-même. Et pas un mot sur la police. Hélène répondit qu'elle était d'accord, mais qu'elle voulait d'abord consulter la déposition de Nadine, et le texte exact de la reconnaissance qu'elle devait signer. Son mari se mit sur la défensive. Il prétendit que le document était tout ce qu'il y a de plus banal, Hélène devait admettre avoir pris l'argent dans la commode, promettre de le restituer, et confirmer n'avoir aucun grief envers la famille. Cette dernière formule semblait bien trop vague. Hélène demanda quel grief précis était visé, mais Paul s'agaça, déclarant qu'il lui expliquerait tout le soir même. Avant le rendez-vous, Hélène fit un détour par sa banque pour y retirer 1500 € en liquide. Elle n'avait nullement l'intention de les offrir à sa belle-mère, ces billets ne serviraient qu'à persuader Paul de sa totale soumission. L'employé de banque les lui remit dans une enveloppe scellée, en y joignant, à sa demande, un justificatif de retrait indiquant l'heure précise de l'opération. Ensuite, Hélène retrouva Valentine dans un petit café de quartier. La voisine accepta de participer au dîner de famille, promettant de dissimuler son téléphone dans la poche de sa veste, dictaphone activé. Hélène enregistrerait également la scène de son côté. Le fichier vidéo original filmé dans les escaliers avait déjà été confié à l'inspecteur, empêchant ainsi Paul de détruire la seule copie existante. L'objectif de la soirée était d'amener la mère et le fils à relier eux-mêmes l'achat du réfrigérateur, leur fausse plainte, et le brouillon de la reconnaissance de dette. En entrant dans l'appartement, Hélène fut accueillie comme une coupable dont le procès était déjà bouclé. Nadine présidait la table, parée d'une robe bordeaux flambant neuve. Devant elle, s'entassaient des tourtes, de la charcuterie fine, et une bouteille de vin géorgien. Tante Lydie pinçait les lèvres, tandis Céline évitait de lever les yeux de son assiette. Paul prit le manteau de sa femme, l'œil immédiatement rivé sur son sac à main.
Rassuré d'y apercevoir la fameuse enveloppe bancaire, il se détendit ostensiblement. Sur la porte du réfrigérateur, un post-it rappelait le créneau de livraison de la nouvelle machine, vendredi, de 16h à 19h. La commande n'avait donc pas été annulée. Jusqu'au bout, le duo espérait encaisser le solde. Hélène posa son sac près de sa chaise, mais garda l'enveloppe bien en main. Les excuses d'abord, exigea Nadine. L'argent après. M'excuser de quoi, exactement? Du vol. De la honte que tu as jetée sur notre famille, et de m'avoir obligée à me traîner jusqu'au commissariat. Pourtant, vous étiez physiquement présente près du distributeur, lorsque Paul a retiré cet argent. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Paul frappa violemment la table du plat de la main, rappelant à Hélène qu'elle avait juré de ne pas jouer les enquêtrices. Imperturbable, elle lui répondit qu'elle cherchait simplement à formuler ses excuses avec exactitude. Si Nadine soutenait ignorer tout de ce retrait, c'était une chose. Mais si elle avait assisté à l'opération et l'avait tout simplement oublié, c'en était une autre. La belle-mère chercha de l'aide dans le regard de son fils. Celui-ci s'empressa de déclarer que sa mère l'avait, en effet, accompagnée jusqu'au centre commercial, mais qu'elle était rentrée chez elle dans la foulée, ignorant ce qu'il était advenu de l'argent. Étonnée, tante Lydie demanda alors pourquoi Nadine lui avait raconté, la veille, comment elle avait elle-même choisi le réfrigérateur. Nous avons juste regardé les modèles en exposition, aboya sèchement la belle-mère. L'achat, c'est Paul qui s'en est occupé plus tard. C'est donc lui qui a payé la compte, insista Hélène. Qu'est-ce que ça peut faire de savoir qui a payé, trancha Paul. Le fait est que l'argent de ma mère s'est volatilisé. Hélène sortit l'enveloppe de la banque, et la posa au centre de la table. Le regard de Nadine s'y accrocha instantanément. La vieille dame ne semblait soudainement ni malade ni outragée. Elle exigea de compter les billets, afin de s'assurer que sa belle-fille ne tentait pas, une fois de plus, de les flouer. Hélène recouvrit l'enveloppe de sa main, et annonça qu'elle ne la céderait qu'après le retrait officiel de la plainte. D'abord la reconnaissance de dette, objecta Paul. Ensuite, nous préviendrons le policier que l'incident est clos. Il disparut dans le salon, et revint avec un porte-vue en plastique. Le document était déjà imprimé. Au bas de la page, figuraient 2 emplacements destinés aux témoins. Les noms de tante Lydie et de Céline y étaient déjà inscrits, bien qu'elles eussent toutes deux juré tout ignorer de ce papier. Le texte remplissait la quasi-totalité d'une feuille A4. Hélène y avouait soi-disant avoir dérobé les 1500 € dans la commode à l'aide d'un double des clés. Elle y admettait l'avoir agi sous la pression de difficultés financières personnelles, s'engageait à réparer le préjudice de son plein gré, et implorait de ne pas être poursuivie. Mais Paul ne s'était pas arrêté là. Le dernier paragraphe stipulait qu'Hélène avait quitté le domicile conjugal de son plein gré, qu'elle jugeait impossible la poursuite de la vie commune avec son mari, et qu'elle s'engageait à régler tout contentieux patrimonial à l'amiable, sans recours à la justice. Cette clause relative à l'appartement était savamment dissimulée entre l'aveu du vol et la demande de clémence. C'était bien pour valider ces quelques lignes, que le fils et sa mère avaient si désespérément besoin de sa signature. « Qu'est-ce que notre logement vient faire dans cette histoire » demanda Hélène. « Rien du tout » répondit Paul, un peu trop précipitamment. C'est une formulation standard pour la restitution de fonds. Tu es parti de toi-même et tu découches depuis plusieurs jours sans donner de nouvelles. Je dois me protéger, au cas où tu prétendrais que je t'ai mise à la porte. Valentine lui rappela alors qu'elle l'avait personnellement vu confisquer les clés de sa femme, en lui interdisant l'accès. Paul la traita de vieille commère, et lui somma de se taire. Nadine perdit alors patience. Elle affirma qu'après un tel déshonneur, Hélène serait de toute façon incapable de vivre dans cet appartement. Il était donc bien plus judicieux de renoncer immédiatement à tout conflit concernant le partage des biens. Tante Lydie s'arrêta de mâcher, et posa lentement sa fourchette. Avant cette soirée, personne n'avait prononcé les mots de divorce ou de séparation des biens. Paul tenta de faire taire sa mère, mais celle-ci ne voyait déjà plus que l'enveloppe garnie de billets. Signe, donne l'argent, et pars, décréta calmement la belle-mère. Mon Paul te laissera les meubles,
et il évitera d'aller dire à tes patrons qu'ils emploient une voleuse à la comptabilité. Le complot prenait enfin tout son sens. De simples excuses verbales ne leur suffisaient pas. Ils convoitaient des aveux écrits, une arme redoutable pour faire chanter Hélène au moment du divorce. Si elle osait réclamer sa part de l'appartement, Paul brandirait ce document devant sa direction, sa famille, et la justice. Quant à la mention stipulant un départ volontaire, elle servait de couverture pour masquer la confiscation des clés. Le frigo à 3 000 € n'était qu'un appât, tout autant que la récompense promise à Nadine pour sa participation à la calomnie. Hélène demanda un stylo. Paul lui tendit précipitamment le sien, en prenant soin de lui présenter la dernière page du document, espérant qu'elle signe sans prendre la peine de tout relire devant témoin. Hélène traça lentement les premières lettres de son nom, puis s'arrêta net. « Je ne peux pas m'accuser de vol, si cet argent a été dépensé au magasin. »« Tu ne vas pas recommencer, hurla Paul. »« Montrez-moi le reçu de caisse. Si cet acompte a été réglé avec d'autres économies, je signerai. » Nadine jura que le ticket avait été égaré. Hélène s'empara de l'enveloppe et se dirigea vers l'entrée. Terrorisée à l'idée de voir l'argent s'échapper, la belle-mère hurla à son fils d'aller chercher le dossier rouge dans l'armoire. Paul tenta de l'en dissuader, mais sa mère lui ordonna de ne pas tout gâcher pour un malheureux bout de papier. Une minute plus tard, le contrat original était posé sur la table. L'acheteur désigné était Paul, et le bénéficiaire, Nadine. Le ticket de caisse y était fermement agrafé, payé en espèces, 1 500 €, à 10h49 le jour même. Voilà, triompha la belle-mère. Maintenant, tu signes. Ça ne change strictement rien. Si, ça change tout. Vous avez déclaré à la police qu'à cette heure précise, l'argent dormait dans la commode. Paul arracha le dossier des mains de sa mère, mais Hélène avait déjà photographié le contrat et le reçu. Furieux, son mari exigea qu'elle efface les clichés. Devant son refus, il se jeta sur son téléphone. Valentine intervint bruyamment, annonçant que l'intégralité de la scène était enregistrée sur 2 appareils distincts. Céline fit barrage de son corps entre son frère et Hélène. Quant à tante Lydie, elle exigea de savoir pourquoi son nom figurait sur ce papier officiel comme témoin d'un aveu dont elle n'avait jamais entendu parler. Nadine tenta de bégayer que tout cela n'était qu'un hasard, mais plus personne ne l'écoutait. Comprenant que la soirée tournait au désastre, Paul changea radicalement de comportement. Il invita sèchement les convives à partir, proposant à sa femme de régler leurs différends en tête-à-tête. Hélène glissa l'enveloppe dans son sac. Elle annonça que l'argent resterait sur son compte, et qu'elle laissait à Paul le soin de remettre le brouillon de la reconnaissance de dette à l'inspecteur. Nadine bondit de sa chaise, hurlant que par la faute de sa belle-fille, le magasin allait encaisser l'acompte. Hélène lui rappela que cet acompte avait été payé par la belle-mère elle-même, avec sa propre retraite, de son plein gré, et en présence de son fils. Elle n'avait donc absolument rien à lui rembourser. Paul bloqua l'accès à la porte. Dans un souffle, il la menaça, lui murmurant qu'elle ignorait à qui elle avait affaire. Il affirma que la clause de départ volontaire finirait bien par être signée, car le lendemain matin, on les attendait tous deux à un rendez-vous capital. Quand Hélène lui demanda où exactement, il comprit qu'il en avait trop dit, et recula. Elle trouva la réponse près de l'imprimante, en récupérant ses dossiers professionnels. Dans le bac de sortie, gisait une feuille mal imprimée que Paul avait oubliée. Il s'agissait d'une confirmation de rendez-vous chez le notaire, fixée au lendemain matin à 10h. L'objet mentionné était « Convention de partage des biens communs ». Tout en bas, les noms de Paul et d'Hélène figuraient côte à côte, alors même qu'elle n'avait jamais pris ce rendez-vous. La page énumérait les pièces à fournir, passeport, livret de famille, titre de propriété, et projet de convention. Mais ce qui lui glaça le sang, ce fut l'annotation manuscrite de Paul, griffonnée dans la marge, acceptera après la reconnaissance de dette. Si refus, menacé avec la plainte pour vol. Hélène plia la feuille en deux, et la glissa dans son sac. La mère et le fils ne s'étaient pas contentés de manigancer pour un simple frigo. Leurs fausses accusations n'étaient qu'un levier pour la forcer à céder cet appartement, dont elle remboursait la majorité du crédit depuis 6 ans.
Il s'imaginait avoir seulement gâché un repas de réconciliation. En réalité, il venait de déballer, devant témoins, toute la mécanique de leur chantage. En signant cette convention, vous certifiez avoir d'ores et déjà perçu la somme de 90 000 € en espèces de la part de votre mari, énonça la notaire. Pour la première fois de la matinée, le sourire de Paul se figea. Hélène était assise en face de lui dans le cabinet de maître Anne Dubois, son passeport posé près du dossier. À sa droite se tenait maître Sophie, l'avocate spécialisée en droit immobilier qu'elle avait mandatée la veille. Paul ne s'attendait pas à la voir débarquer avec un conseil. Nadine poireautait dans la salle d'attente, bien que l'acte ne concerne que les époux. Engoncée dans un manteau neuf, elle jetait des coups d'œil incessants par l'entrebâillement de la porte. Paul avait justifié sa présence par ses problèmes cardiaques, mais Hélène n'était pas dupe. Sa belle-mère était là pour faire pression, et s'assurer qu'elle ne reculerait pas. Le projet de convention s'avérait encore plus diabolique que le brouillon déniché dans l'appartement. L'appartement familial, un beau 3 pièces, devait revenir en pleine propriété à Paul, avec le reliquat du prêt immobilier. En échange, Hélène était censée percevoir une soulte financière, renonçant par la même occasion à toute réclamation ultérieure. Sauf que le document omettait soigneusement de mentionner que l'apport initial provenait des parents d'Hélène, et que depuis 4 ans, près de 70% des mensualités étaient prélevées sur son compte personnel. L'appartement était évalué à environ 300 000 €. Le capital restant dut dépasser à peine les 40 000 €. Une fois la banque remboursée, la part réelle d'Hélène était très nettement supérieure à la prétendue indemnité. Mais le plus abject restait cette affirmation, elle aurait, soi-disant, déjà encaissé ses 90 000 €. Je n'ai jamais vu la couleur de cet argent, déclara Hélène. Bien sûr que si, tu l'as reçu, répliqua Paul. J'ai la reconnaissance de dette. Il extirpa de son dossier une feuille pliée, et la tendit à la notaire. On y lisait, dactylographié, qu'Hélène reconnaissait avoir perçu l'intégralité de la somme en espèces des mains de son mari, qu'elle avait recompté les billets, et qu'elle n'avait plus aucune revendication financière. En bas de page figurait une signature ressemblant étrangement à la sienne, datée de 3 jours plus tôt. Ce jour-là précis, Hélène avait passé sa journée entière au bureau, absorbée par l'audit trimestriel. Mais cette signature lui était familière pour une autre raison. Elle se rappela instantanément le formulaire d'assurance habitation qu'elle avait paraphé un mois auparavant. La fausse reconnaissance reproduisait avec une précision maladive l'inclinaison atypique de la dernière lettre, ainsi que le petit trait soulignant son nom. Maître Dubois plaça les 2 documents côte à côte, et demanda à Hélène de signer sur une feuille blanche. La fraude sauta immédiatement aux yeux. Sur la vraie signature, le tracé était fluide, ininterrompu. Sur la fausse, les traits apparaissaient saccadés, comme si quelqu'un avait méticuleusement repassé un modèle par transparence. Qui a rédigé ce document, sans qui la notaire? C'est ma femme elle-même, affirma Paul. Elle joue l'amnésique, voilà tout. C'est alors que Nadine déboula depuis le couloir. Elle s'égosilla, jurant avoir personnellement assisté à la remise des fonds dans la cuisine, et être allée jusqu'à aider à recompter les liasses. L'avocate, maître Sophie, la pria alors calmement de préciser la coupure des billets, et de justifier la provenance d'une telle somme en numéraire. La belle-mère bredouilla que Paul avait retiré l'argent à la banque. Puis, une minute plus tard, elle changea de version, il s'agissait en partie de ses propres économies. Hélène lui rappela que 3 jours auparavant, elle la traitait de voleuse devant tout le quartier pour la disparition de son unique retraite. Vous n'aviez donc pas un centime pour manger, mais vous cachiez 90 000 € chez vous, cingla Hélène. Je n'ai pas à me justifier devant toi. Devant le notaire, si. Surtout si vous prétendez être témoin de la transaction. Maître Dubois mit un terme à l'esclandre, et refusa catégoriquement d'authentifier la convention. Le dossier reposait sur un acte contesté, l'une des parties réfutait le paiement, et la pression exercée sur elle dans ce bureau était indéniable. La notaire effectua des copies des pièces, et demanda à sa clerc de consigner le refus de vente dans le registre. Paul tenta d'arracher sa fausse reconnaissance de dette, arguant qu'il s'agissait d'un simple brouillon personnel, mais la notaire lui rappela qu'il venait de la produire comme preuve formelle de paiement.
Bien qu'elle n'eût pas le pouvoir de séquestrer l'original sans motif légal, elle certifia les copies, et y horodata la tentative d'utilisation. Immédiatement, maître Sophie appela l'inspecteur Serge pour lui signaler la suspicion de faux en écriture. « Tu viens de transformer un simple divorce en affaire pénale », siffla Paul à l'oreille de sa femme. « Non. Ce n'est pas moi qui ai apporté ce faux papier ici. » Dans la salle d'attente, un homme d'une quarantaine d'années et une femme munie d'une tablette les attendaient. L'homme se présenta sous le nom de Michel Vasseur, accompagné de son agent immobilier. En apercevant Paul, Michel lui demanda aussitôt si la part de sa femme était enfin réglée, et s'il pouvait signer le compromis de vente de l'appartement le jour même. Paul essaya de l'entraîner à l'écart, mais le ton monta. On découvrit qu'il y a 15 jours, Michel avait versé 10 000 € d'indemnité d'immobilisation à Paul. Ce dernier lui avait garanti que le bien lui appartiendrait en nom propre le jour J. L'acte de vente définitif devait être signé sous 10 jours, et les fonds transférés sur le compte exclusif du vendeur. Vous m'aviez pourtant assuré que votre femme était d'accord, et qu'elle avait déjà perçu sa part, s'insurgea Michel. C'est un simple contretemps familial, tout va s'arranger. Votre contretemps me coûte 10 000 balles. Hélène exigea de lire la promesse de vente. Le prix de cession était fixé à 400 000 €. Une fois le solde du prêt épongé, il restait plus de 350 000 € de bénéfices nets. Si Hélène avait apposé sa signature, Paul aurait empoché l'intégralité de cette somme, prétextant lui avoir déjà versé ses 90 000 € en liquide. Michel sortit son téléphone, exhibant la preuve du virement et l'historique de ses échanges avec le vendeur. À de multiples reprises, Paul y confirmait que les papiers seraient en règle une fois, le problème avec Madame réglé. Dans un SMS, il s'engageait même à libérer les lieux avant la fin du mois. Son véritable plan n'était pas de conserver l'appartement familial, mais de le liquider en douce, pour laisser Hélène sans toit et sans la moindre indemnité. « Où étions-nous censés habiter après la vente ?» l'interrogea Hélène. « C'est toi qui as fait tes bagages », répliqua Paul. « Et moi, j'allais acheter un autre logement. » « Au nom de qui ?» Paul se mura dans le silence, mais Nadine, incapable de se retenir, cracha le morceau. « À mon nom. Et où est le mal ? Une mère a bien le droit d'avoir un toit décent pour ses vieux jours. » La vieille dame réalisa un peu tard sa maladresse. Le plan de Paul consistait à réinvestir une partie des fonds dans un 2 pièces pour sa mère, et d'utiliser le reste pour éponger ses propres créances. Il prévoyait de mettre l'ancien logement de Nadine en location. Le réfrigérateur flambant neuf devait être le premier cadeau d'emménagement pour ce nouvel appartement, et, par la même occasion, la monnaie d'échange pour s'acheter la complicité maternelle. De son côté, Hélène se serait retrouvée acculée, avec des aveux de vol extorqués, sans appartement, et dans l'incapacité totale de prouver que cette fameuse compensation financière n'était qu'un mirage. Michel exigea le remboursement immédiat de son avance, avant la fin de la journée. Paul avoua piteusement que l'argent avait déjà été dépensé. Le futur acquéreur le menaça alors de saisir la justice, avec l'ensemble des échanges en guise de preuve. L'agent immobilier, elle aussi, se désolidarisa du vendeur. Elle déclara que Paul lui avait délibérément caché le litige conjugal, en lui fournissant un simple brouillon de convention en lieu et place de l'accord officiel. Pire encore, il lui avait demandé de publier l'annonce bien en amont, et avait déjà organisé 2 visites pendant les heures de bureau d'Hélène. Plus tard, Valentine confirmerait avoir croisé des inconnus dans les escaliers, qu'elle avait pris, à tort, pour des employés du gaz. Sur le trottoir, Paul rejoignit Hélène et l'agrippa par le bras. Maître Sophie sortit immédiatement son smartphone pour filmer, l'obligeant à relâcher sa prise. Son mari tenta, une ultime fois, de la dissuader de remettre le faux document à la police. Il lui soumit un compromis boiteux, elle abandonnait ses droits sur l'appartement, et en échange, il faisait retirer la plainte de sa mère et renonçait à ternir sa réputation au travail. Lorsqu'elle l'interrogea sur le sort de la fausse reconnaissance de dette, Paul promit de la détruire dès le prononcé du divorce. Nadine, plantée derrière lui, martelait que sa belle-fille l'avait bien cherché, car elle n'avait jamais su montrer le moindre respect à la famille. « Vous aviez déjà mis la main sur mon salaire, volé ma part de l'appartement,
et maintenant vous m'avez pris jusqu'à ma propre signature, déclara froidement Hélène. Il ne vous reste plus qu'à expliquer tout ça à l'inspecteur. Au commissariat, Serge réceptionna la copie certifiée de la reconnaissance, la photographie du projet de convention, ainsi que les coordonnées du potentiel acheteur. Il nota scrupuleusement la déclaration de Nadine concernant les 90 000 €. Ces dires entraient désormais en contradiction totale, non seulement avec son histoire de pension volée, mais également avec les réelles capacités financières du foyer. L'officier précisa que l'accusation de faux nécessiterait une expertise calligraphique poussée. L'avocate lui fournit les échantillons de signature d'Hélène, prélevés sur le prêt immobilier, le contrat d'assurance, et des courriers professionnels. Chacun de ces originaux, conservés par des organismes tiers et du mandaté, ne pouvait en aucun cas être qualifié de faux par Paul. En fin de journée, Michel envoya à Hélène d'autres extraits de sa correspondance avec Paul. Parmi eux, une note vocale enregistrée la veille du scandale du vol fictif. Paul y rassurait l'acheteur quant à la deuxième propriétaire du bien. Elle fait ça difficile au début, l'entendait-on dire, mais avec la plainte que ma mère va déposer, Hélène signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Pour elle, son boulot passe avant tout. Jamais une boîte ne gardera une comptable accusée de vol. L'enregistrement était limpide. En fond sonore, la voix de Nadine s'inquiétait de savoir si la revente suffirait à payer le 2 pièces près du pôle médical. Paul lui répondait qu'il fallait d'abord coincer Hélène avec de faux aveux écrits, avant de se soucier de l'emplacement. Michel avait conservé cet audio, le trouvant louche, mais sans en saisir la gravité avant le rendez-vous chez le notaire. À présent, il acceptait de confier son téléphone à la police pour extraction officielle des données. Hélène écouta ce message vocal par 3 fois. Ce n'était ni un lapsus, ni une dispute de couple qui avait dérapé. Paul avait cyniquement désigné la plainte de sa propre mère comme une arme de chantage. Il comptait frapper Hélène là où ça faisait mal, sa carrière professionnelle, pour la spolier de son patrimoine. L'achat du frigo, la fausse disparition de la pension, l'humiliation publique dans le hall de l'immeuble, et la reconnaissance de dettes contrefaites n'étaient que les rouages d'une seule et même machination. Cependant, la mère et le fils ignoraient que Michel avait conservé cet audio. Persuadés d'avoir encore le contrôle, ils s'entêtaient à répandre leur version des faits, pour détruire la réputation de la jeune femme avant que l'enquête de police n'aboutisse. À 21h, Valentine envoya une capture d'écran du groupe WhatsApp de la résidence. Nadine y annonçait triomphalement que sa belle-fille avait finalement reconnu son forfait, et lui avait restitué l'intégralité de sa pension. Le lendemain, la livraison de son nouveau réfrigérateur était prévue. La belle-mère invitait chaleureusement ses voisins à partager un thé en fin d'après-midi, promettant de leur raconter comment elle avait obtenu justice. Paul y ajoutait qu'à la suite de ce déshonneur familial, il demandait le divorce, et conservait l'appartement pour lui seul. Hélène montra ces messages à l'inspecteur Serge. Ce dernier lui conseilla de ne pas répliquer avant le lendemain. La plainte, le faux document, le contrat du magasin, le compromis de vente, et la note vocale s'emboîtaient parfaitement. Il ne restait plus qu'à laisser Nadine répéter son mensonge devant les mêmes personnes qu'elle avait manipulées, pour jouer les témoins de son vol imaginaire. Le lendemain en fin de journée, la belle-mère se préparait à célébrer sa victoire devant son nouvel appareil électroménager. Elle ignorait que, dans le sillage des livreurs, se trouvait l'acheteur spolié, l'avocate, et l'officier de police à qui elle avait remis, de sa propre main, une déclaration calomnieuse. Ne rentrez pas ce frigo. Il a été acheté avec de l'argent dont le vol a été déclaré à la police, annonça Hélène d'une voix forte, au moment où les manutentionnaires franchissaient le pas de la porte. L'entrée fut soudainement bondée. L'un des livreurs se figea, la sangle sur l'épaule, tandis que l'autre peinait à retenir l'imposant carton. Dans la cuisine, tante Lydie, Céline, et 3 autres voisines s'étaient rassemblées pour fêter le triomphe de l'injustice. La table débordait de salades composées, de toast au saumon, et d'une bouteille de champagne. Nadine se faisait une joie d'exhiber son nouveau jouet, tout en racontant comment elle avait réussi à faire plier sa belle-fille. Mais en découvrant Hélène escortée de maître Sophie, de Michel Vasseur et de l'inspecteur Serge, son visage se décomposa. Paul bondit de sa chaise, exigeant de savoir pourquoi des inconnus violaient ainsi son domicile. Parce qu'hier,
votre mère a de nouveau fait état, de manière publique, d'un délit qui n'a jamais existé, répondit l'officier. Nous allons aujourd'hui clarifier ces propos, devant ces mêmes témoins. Nadine plaqua immédiatement sa main contre sa poitrine. Elle se plaignit d'un soudain malaise, jurant qu'elle ne tolérerait aucun interrogatoire en plein milieu d'une fête de famille. L'inspecteur Serge, cependant, n'avait pas l'intention de la bousculer sans protocole. Il la pria simplement de répéter de vive voix ce qu'elle avait elle-même tapé sur le groupe de la résidence. Hélène a avoué le vol et m'a rendu mes 1500 €, affirma la belle-mère en désignant une enveloppe bancaire posée près du sucrier. Paul confirma que sa femme avait déposé les fonds la veille au soir, avant d'accepter de quitter le domicile conjugal de son plein gré. Hélène remarqua immédiatement que l'enveloppe avait été remplacée. La sienne, certifiée par la banque, portait un tampon bleu et l'horodatage. Celle-ci n'était qu'une simple enveloppe blanche, grossièrement scellée au ruban adhésif. « Ouvrez-la, et recomptez », suggéra Hélène. À l'intérieur se trouvaient bien 1500 €. Triomphante, Nadine clama qu'il s'agissait de sa fameuse pension. Le livreur tendit alors le terminal de paiement à Paul, lui rappelant qu'avant le déballage de la marchandise, il devait régler le reliquat de 1500 €. Un lourd silence enveloppa l'assemblée. Si cet argent était réellement celui de la belle-mère restituée, il devait rester dans l'enveloppe. Si, au contraire, il servait à payer la commande, aucun remboursement n'avait jamais eu lieu. Paul rétorqua, précipitamment, qu'il s'agissait de fonds familiaux, et que leur provenance ne regardait personne. Il voulut s'emparer de l'enveloppe, mais l'inspecteur le stoppa. Le numéro du bon de livraison correspondait en tout point au contrat joint à la plainte. La première moitié du prix avait été versée le jour même de la prétendue disparition de la pension, et la seconde allait être soldée à l'instant avec les billets mêmes que la mère et le fils tentaient de faire passer pour de l'argent restitué. Ça prouve bien qu'elle me les a rendus, s'entêta Nadine. Et ce que je fais de mon argent ne regarde que moi. Dans ce cas, expliquez-nous quand et où je vous ai remis cette enveloppe, rétorqua Hélène. La belle-mère bafouilla que cela s'était produit dans la cuisine, après le départ des invités. Tante Lydie intervint, soulignant qu'elle était partie la dernière, et qu'Hélène l'avait précédée sans lâcher un seul billet. Céline confirma que l'enveloppe n'avait jamais quitté les mains de sa belle-sœur, et qu'elle l'avait soigneusement rangée dans son sac. Valentine diffusa alors l'enregistrement de la veille. On y entendait très distinctement Hélène affirmer « L'argent restera sur mon compte ». S'ensuivaient les cris d'orfraie de Nadine, craignant que le magasin ne conserve son acompte. Paul tenta de dénoncer un montage, mais la voisine exhiba la piste audio de 47 minutes ininterrompue, qui se clôturait sur le départ d'Hélène et de son argent. Maître Sophie déposa l'extrait de compte bancaire sur la table. À 20h14, Hélène avait redéposé l'intégralité de la somme sur son propre compte, au guichet, les billets ayant été comptés par l'agent. L'enveloppe blanche posée sur la nappe ne pouvait donc, en aucun cas, lui appartenir. Michel Vasseur dévoila alors la provenance des fonds. La veille, après leur entrevue, Paul n'avait pu lui restituer que 1500 € de son avance, prétextant avoir besoin de quelques jours pour rassembler le reste. L'agent immobilier s'était chargé de remettre ses coupures à Michel, avant de recevoir un message reportant de nouveau le remboursement. Paul avait prélevé une partie de ses espèces, l'avait glissée dans cette enveloppe blanche, et l'avait offerte à sa mère en la faisant passer pour la pension prétendument rendue. Avec le reste de l'acompte de l'acheteur, il s'apprêtait vraisemblablement à régler le solde du réfrigérateur et d'autres dépenses courantes. « Tu m'as donné l'argent de quelqu'un d'autre » sorrifia Nadine, en se tournant vers son fils. « Tu m'avais juré qu'Hélène avait pris peur et tout remboursé. »« Maman, ce n'est pas le moment » gronda Paul. « Si, c'est tout à fait le moment » trancha Michel. « Mais 8500 €, ils sont où ?» Paul tenta de s'en tirer en affirmant qu'ils avaient servi aux frais de notaire, aux honoraires de l'agent immobilier et à solder quelques dettes du foyer. L'agente répliqua immédiatement qu'elle n'avait pas perçu le moindre centime, et que la publication de l'annonce était gratuite. Acculé, le mari d'Hélène accusa l'acheteur d'avoir fomenté un complot pour faire main basse sur son appartement. En réponse, Michel sortit son smartphone. Sous les yeux médusés de l'assistance, il afficha la conversation où Paul fixait lui-même le prix,
envoyait des clichés des pièces, et promettait d'avoir le champ libre une fois qu'il aurait tordu le bras de sa femme. En bas de l'écran, l'enregistrement vocal détaillant l'extorsion des signatures au moyen de la fausse plainte. L'inspecteur Serge demanda de connecter le téléphone à une enceinte Bluetooth. La voix de Paul résonna dans la pièce. Pour elle, son boulot passe avant tout. Jamais une boîte ne gardera une comptable accusée de vol. En arrière-plan, Nadine, inquiète, demandait si le butin suffirait pour son 2 pièces près des médecins. Les invités, choqués, fusillèrent la belle-mère du regard. Elle tenta de balbutier que la voix était truquée, mais Michel exposa l'historique complet certifiant le numéro de l'expéditeur. L'agent immobilier renchérit en exhibant le même message vocal, que Paul lui avait sournoisement transféré pour la rassurer sur l'expulsion prochaine de sa femme. Tante Lydie se leva lourdement et repoussa son assiette. C'était son nom qui avait été frauduleusement ajouté sur la reconnaissance de dette, en qualité de témoin des prétendus aveux. Vous vouliez faire de moi la complice de vos combines, lâcha-t-elle, dégoûtée. Je devais confirmer un vol auquel je n'ai jamais assisté? Mon Paul m'a certifié que c'était une simple formalité, s'égosilla la belle-mère. C'est lui qui a tout rédigé et qui m'a ordonné de vous inviter. La ferme, maman, rugit Paul en abattant son poing sur la table, renversant une coupe de champagne au passage. Ce hurlement suffit à briser la loyauté maternelle. Nadine se mit à parler à toute vitesse, perdant le fil de ses mensonges. Selon elle, Paul l'avait convaincu que l'appartement lui appartenait de fait, étant le chef de famille. C'était son idée de simuler la disparition de la pension, pour effrayer Hélène avec la menace d'un scandale professionnel. En échange de ses larmes devant le voisinage, de sa fausse plainte, et de son amnésie face au magasin d'électroménager, son fils lui promettait de la loger dans un appartement flambant neuf. Au distributeur, elle avait elle-même recompté les billets, et avait minutieusement caché le contrat du réfrigérateur dans la pochette rouge. Quand l'inspecteur lui demanda si elle réalisait la gravité d'un faux témoignage à la police, elle se tut, portant de nouveau, par réflexe, la main à son cœur. Paul, acculé, jeta alors sa mère en pâture, la désignant comme l'unique instigatrice du complot. Il n'aurait fait que l'aider au distributeur, ignorant tout de sa volonté d'accuser Hélène. Il qualifia son message vocal de mauvaise blague sous le coup de l'émotion, mit le projet de convention sur le dos d'une notaire prétendument trop zélée, et affirma avoir fortuitement trouvé le reçu des 90 000 € parmi les papiers de sa femme. Mais Maître Dubois, anticipant le coup, avait remis une attestation écrite. Paul était venu la trouver de lui-même, fixant les conditions et lui certifiant que le paiement en liquide avait eu lieu. La copie de sa requête électronique en urgence y était jointe, spécifiant que sa femme serait plus docile une fois leur problème familial résolu. Maître Sophie sortit alors de sa mallette l'analyse d'un expert en graphologie, mandaté le matin même. Bien qu'il s'agît d'un rapport préliminaire, les conclusions étaient sans appel, la signature avait été frauduleusement calquée sur l'attestation d'assurance. Outre le tracé hésitant, l'expert avait relevé la présence d'une minuscule tache d'encre à côté de la première initiale, tache présente sur le formulaire d'assurance à cause d'un stylo défectueux. Sur les paraphes habituels d'Hélène, cette anomalie n'existait pas. Paul savait où était rangé le contrat d'assurance et s'en servait fréquemment. Céline se souvint soudain qu'une semaine plus tôt, son frère était resté de longues minutes debout face à la lumière de la fenêtre, superposant des documents. Elle avait cru qu'il classait des factures, en réalité, il décalquait méticuleusement la signature de sa propre femme pour s'octroyer un faux paiement imaginaire. Elle ment parce qu'elle a toujours été jalouse de moi, s'époumonna Paul à l'adresse de sa sœur. Si j'ai supprimé la photo du frigo, c'est parce que tu m'y as obligé, rétorqua Céline. Ensuite, tu m'as commandé de dire qu'Hélène était passée chez maman. J'en ai marre de couvrir vos mensonges. Elle confia son smartphone à l'inspecteur. Les SMS de Paul étaient accablants, virent la photo. Si on te pose des questions, tu dis qu'Hélène a pu se servir quand elle apportait les courses. Plus bas, Nadine rappelait à sa fille qu'une fois l'appartement vendu, la famille l'aiderait à financer ses travaux. Céline n'était pas complice de gaieté de cœur, elle avait simplement eu trop peur de se brouiller avec sa fratrie et sa mère. Paul tenta d'agripper l'appareil, mais Michel l'immobilisa fermement.
L'inspecteur Serge calma le jeu, avertissant que toute tentative de destruction de preuves serait sévèrement sanctionnée. Les livreurs patientaient toujours, le carton sur le palier. Le chef d'équipe s'enquit du règlement du solde. Nadine fixa ce réfrigérateur rutilant, pour lequel elle avait sacrifié sa pension et accusé sa belle-fille d'un vol sordide. Paul n'avait plus aucune enveloppe magique à sortir de son chapeau. Face à l'impossibilité de payer, Nadine ordonna que l'appareil soit rapporté au magasin, exigeant la restitution de son acompte. Le livreur l'informa que le contrat était au nom de Paul, et que seul le service commercial pouvait traiter les remboursements. Le carton fut rapatrié dans les escaliers. Le festin de victoire resta intact, et le vieil emplacement du réfrigérateur bâillait d'un vide cruel. Paul l'avait débranché et vendu sur Internet la veille. L'inspecteur Serge annonça que le dossier serait transmis au procureur pour plusieurs chefs d'accusation, dénonciations calomnieuses, faux et usage de faux, tentatives d'escroquerie et abus de confiance concernant l'acompte de l'acheteur. Il n'allait pas procéder à des arrestations spectaculaires dans la cuisine. Toutefois, les téléphones de Paul et de Nadine furent saisis pour expertise, et la vente de l'appartement fut officiellement bloquée. Maître Sophie avait d'ores et déjà déposé une requête en injonction au registre foncier, empêchant toute transaction, et lancé la procédure de séparation des biens. La banque, avertie de la tentative de fraude par l'un des co-emprunteurs, suspendit toutes les lignes de crédit de Paul. Il comprit qu'il venait de tout perdre. En désespoir de cause, il proposa à Hélène de vider les lieux, promettant de rembourser l'acompte à l'acheteur, d'annuler la vente, et de lui céder ses parts de l'appartement, si seulement elle acceptait de retirer sa plainte. Nadine, horrifiée, lui hurla de ne pas abandonner l'achat de son futur logement. Paul explosa de rage, accusant sa propre mère d'avoir initié l'affaire de la pension parce qu'elle crevait d'envie d'avoir cet appartement neuf. La vieille dame répliqua que sans les dettes pharaoniques de son fils, aucune vente n'aurait été nécessaire. Devant les invités qu'ils espéraient rallier à leur cause, la mère et le fils commençaient à s'entre-déchirer. Hélène resta stoïque. Elle posa sur la table le double des clés que Paul lui avait subtilisées, et que Valentine avait retrouvées près du paillasson. « Tu voulais me forcer à m'accuser de vol pour que je quitte mon propre domicile de mon plein gré, asséna-t-elle. Eh bien, c'est toi qui vas partir de ton plein gré, ce soir. Non pas parce que je te confisque tes clés, mais parce qu'un juge se prononcera très bientôt sur l'attribution du logement. » Sur ces entrefaites, Maître Sophie reçut un appel du service des prêts de la banque. En épluchant le dossier de prêt immobilier, un conseiller avait déniché une autre requête, déposée par Paul une semaine avant la fausse accusation de vol. Il s'agissait d'une demande de crédit relais adossée à la vente future de l'appartement. Dans l'encart réservé au consentement du conjoint, figurait à nouveau la signature d'Hélène. Paul prétendait n'avoir falsifié qu'une seule reconnaissance de dette. Il s'avérait qu'il usurpait l'identité de sa femme depuis un bon moment. « Votre signature est présente sur 3 autres formulaires », l'informa la banque. Paul se laissa lourdement tomber sur sa chaise. Le lendemain matin, Hélène et Maître Sophie se présentèrent au pôle immobilier de la banque. Paul s'y trouvait déjà, convoqué d'urgence pour s'expliquer sur la demande de prêt. Outre la signature usurpée, le dossier renfermait des copies du passeport d'Hélène, ses fiches de paie, et un ordre de virement vers un compte au nom exclusif de Paul. Le prêt n'était pas encore validé, mais l'instruction touchait à sa fin. Dans la case « Contact téléphonique du conjoint », le numéro de Nadine avait été sciemment renseigné. La belle-mère avait décroché à 2 reprises, confirmant aux employés que sa belle-fille, soi-disant débordée par son travail, approuvait la manœuvre. Au pied du mur, Paul argua que sa femme lui avait elle-même remis ses pièces, et qu'elle orchestrait désormais une vengeance liée à leur divorce. Le conseiller ouvrit alors le journal des connexions. Le dossier avait été transmis depuis l'espace client de Paul, à 2 heures du matin, heure à laquelle Hélène dirigeait un inventaire obligatoire dans les locaux de son entreprise. Le code de sécurité par SMS avait été envoyé sur le portable de Nadine. Par la suite, cette dernière avait validé la démarche de vive voix, se présentant effrontément comme étant Hélène. L'enregistrement de l'appel, dûment conservé par la banque, était pathétique. On y entendait une femme hésitante, s'en mêlant les pinceaux sur sa date de naissance, et demandant à un tiers quoi répondre. En arrière-plan,
Le murmure pressant de Paul, « Maman, dis juste que tu es d'accord. » Confondu par la bande, Paul cessa de nier, mais s'entêta à qualifier cela de banale formalité entre conjoints. Une formalité, c'est omettre d'agripper une photocopie à un dossier, trancha Hélène. Substituer mon numéro par celui de ta mère, c'est de la préméditation. La banque gela immédiatement les encours et saisit son propre service antifraude. Le conseiller rappela que le bien étant hypothéqué, toute vente aurait de toute façon été bloquée sans l'accord préalable du créancier. Paul espérait arracher un accord de principe sur le crédit, forcer la main d'Hélène avec de faux aveux de vol, et conclure la vente en catimini. Si elle avait résisté, il aurait brandi la plainte de sa mère pour la faire licencier. Toutes les étapes coïncidaient millimétrément, la réservation du réfrigérateur, le coup d'éclat calomnieux de Nadine, le rendez-vous notarié, et l'engagement pris auprès de l'acheteur. Il ne s'agissait plus d'un dérapage familial, mais d'une tentative d'extorsion orchestrée de longue date. L'enquête dura 5 longs mois. L'expertise graphologique prouva que la signature du faux reçu et celle des documents bancaires avaient été décalquées par pression depuis des documents originaux d'Hélène. Les données extraites du téléphone de Paul, ainsi que le faux témoignage de Nadine à la banque, finirent de cimenter le dossier pénal. Michel, l'acheteur, récupéra ses fonds après la saisie des comptes de Paul. Face à l'accumulation des preuves, apport initial de ses parents, traçabilité des versements hypothécaires pris sur son seul salaire, la justice accorda à Hélène la propriété quasi totale de l'appartement, fixant une soulte dérisoire pour la part symbolique de Paul. Pour s'en acquitter sans dépendre de quiconque, elle revendit sa voiture et souscrivit un modeste prêt. Paul fut condamné pour faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et abus de faiblesse, écopant d'une peine assortie de l'obligation d'indemniser les victimes. Nadine ne fut pas épargnée, condamnée à une amende pour dénonciation calomnieuse et complicité de fraude bancaire. Mais le véritable châtiment de la belle-mère fut ailleurs, son fils chéri, ruiné et dépossédé de l'appartement qu'il espérait escroquer, finit par s'installer chez elle, dans son modeste 2 pièces, lui reprochant quotidiennement d'être la cause de tous ses malheurs. Céline passa un jour à l'improviste chez Hélène pour lui rendre le jeu de clés volées et s'excuser de sa lâcheté passée. Hélène n'offrit pas un pardon facile, mais elles se quittèrent apaisées. Avec l'aide de tante Lydie et de Valentine, Hélène s'acheta un réfrigérateur simple, sans fioritures. Il n'y eut pas de fête. Elle rangea ses courses et, pour la première fois depuis des mois, ferma la porte de sa cuisine sans redouter l'écho de fausses accusations. 1 an plus tard, l'appartement rénové ne portait plus aucune trace de Paul. Hélène n'avait jamais répondu à son ultime message d'anniversaire de mariage, où il la suppliait de tout effacer. Un soir d'hiver, la neige tombant lentement sur la ville, Hélène se versa une tasse de thé, jeta un regard serein à ses clés posées dans l'entrée, et murmura en rangeant le dossier juridique. « Vous vouliez me prendre ma maison avec ma propre signature. Mais vous aviez oublié que ma vie, je ne vous l'avais jamais signée.